Le Mali vit depuis une semaine une crise sans précédent. Une offensive coordonnée des djihadistes et des rebelles touaregs a frappé simultanément Bamako, Kidal, plusieurs villes stratégiques, tuant le ministre de la Défense, forçant les mercenaires russes à quitter Kidal, reconquise à peine 2 ans plus tôt. Aujourd'hui, un blocus encercle la capitale. La junte peut-elle tenir? Bonjour Wassim Nasr. Bonjour. Vous êtes journaliste à France 24, vous êtes chercheur au Soufan Center à New York, spécialiste des mouvements djihadistes. On vous doit notamment État islamique, le fait accompli aux éditions Plomb. Je vais vous poser une question toute simple. Pourquoi le Mali est si important alors qu'on en parle peu, mais bon, de toute façon, dans les médias, il y a des sujets dont on parle beaucoup et Mmh. d'autres qui sont complètement gommés, tels que l'Afrique, par exemple. C'est important à deux niveaux, C'est important, pour les Maliens, heu, peu importe s'ils sont loyaux à la junte actuelle ou actuellement au pouvoir, ou pas, parce qu'on a vu pour la première fois que ce sont les politiques conduites par cette junte, donc expulsion des médias, expulsion des ONG, pousser à l'exil les opposants, en emprisonner, il y a quelques heures encore, ils ont mis en prison des opposants et qualifier donc les rebelles Touaregs du Nord ou en majorité Touaregs qui avaient signé les accords d'Alger avec eux, deux terroristes au même titre que les djihadistes que vous venez de citer, ont fait qu'ils ont créé les conditions en fait pour que tous leurs opposants, aussi antagonistes soient-ils, se mettent d'accord pour se dire ça suffit, il faut en finir, en tout cas mettre ça en musique et mettre ça en action. Ce qu'on voit a surpris beaucoup de gens, comme vous l'avez très bien dit, et à juste titre parce que les médias sont occupés par autre chose, mais l'accord entre les rebelles du Nord et le JNIM date de février 2025. D'ailleurs, j'avais moi-même dévoilé son existence dès mars 2025. Donc ça, c'est pour le niveau du Mali. Au niveau international, c'est très important parce que vous avez mentionné les Russes. Là, aujourd'hui, on a encore une fois la preuve que les Russes ne sont pas un acteur, en tout cas un partenaire efficace aux côtés de Bamako en ce qui concerne combattre les djihadistes, mais pourtant, et paradoxalement, ils se sont avérés comme un partenaire fiable pour protéger le pouvoir, malgré la mort de Sadio Camara, ministre de la Défense, et donc l'homme des Russes au Mali. Donc à deux niveaux, ça se joue à deux niveaux. Ça veut dire aujourd'hui, les Maliens constatent que tout ce qu'on leur a dit depuis un certain temps n'était pas vraiment vrai concernant la collaboration avec les Russes et la situation dans le pays. Et les autres pays africains, même les pays de l'AES, donc l'Alliance du Sahel, Niger et Burkina Faso, se rendent compte aussi dans les faits que les Russes n'ont pas les moyens, en tout cas, vraiment de faire face à cette mouvance djihadiste. On aura l'occasion de développer, qui consiste à le JNIM et l'État islamique, parce que ce n'est pas que le JNIM actif au Sahel. Oui, parce qu'en fait, ce que vous avez révélé, Wassim Nasr, il y a quelques jours, c'est qu'il y avait une sorte de tenaille entre les djihadistes du Djinim, pardon, et les rebelles touaregs du FLA. Exactement. Donc il y a eu pour la première fois, et ça ce qui fait que la chose est très importante, que les rebelles du Nord, donc du FLA, se sont coordonnés militairement parlant avec le JNIM, donc filiale d'Al-Qaïda au Sahel, pour lancer des attaques coordonnées sur tout le pays. Et ils ont combattu ensemble, pas côte à côte, à Kidal et à Gao. Kidal, par ailleurs, qu'ils ont réussi à prendre. Donc, comme je disais il y a quelques instants, les antagonismes entre ces deux groupes, qui n'étaient pas forcément les meilleurs alliés du monde, on se rappelle, ce sont les djihadistes qui ont viré les rebelles du Nord en 2012, après la prise du Nord. On rappelle aussi que les derniers combats entre le FLA et le JNIM remontent à avril 2024, des dizaines de morts des deux côtés. Donc, la relation n'était pas c'était pas un long fleuve tranquille. Mais encore une fois, les agissements de Bamako, les choix politiques faits par Bamako ont fait qu'ils se sont alliés et que ce qui était sur le papier il y a un an et que j'avais dévoilé à France 24, la mécanique s'est mise en marche, disons, il y a quelques jours pour le résultat qu'on connaît. Mais ceci dit, le volet militaire a réussi. Maintenant, il faut voir si le volet politique va réussir. Donc, est-ce que vraiment ces rebelles du FLA et le JNIM vont réussir à appliquer la clause, une des clauses les plus importantes dans l'accord entre eux, ça veut dire la gestion des zones qu'ils contrôlent désormais, donc en particulier la ville de Kidal.
Nous accueillons Djenabou Cissé, bonjour. Vous êtes chercheuse associée à la Fondation pour la recherche stratégique spécialiste des questions de sécurité au Sahel. Et on vient d'évoquer donc cette situation au Mali. Le Mali est devenu l'un des épicentres du djihadisme international et donc comme tel, c'est évidemment quelque chose d'essentiel. Oui, tout à fait, et ce depuis plusieurs années, puisque en réalité, le JNIM n'est que le successeur de d'AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui est lui-même le successeur du GSPC algérien. Et donc, en fait, le JNIM est un peu la continuité de la coordination des groupes associés à Al-Qaïda et qui a été officialisé en 2017. Et la force du JNIM et avant lui d'AQMI, ça a été justement de tirer les erreurs de 2012, à savoir l'application de la charia qui avait été faite à l'époque de façon assez stricte au moment du conflit. Et on a même retrouvé des lettres du haut commandement d'AQMI qui disaient ça ne peut pas marcher, on a besoin des populations, il nous faut justement un ancrage local, une véritable assise locale pour pouvoir étendre notre influence et nous permettre notre expansion dans la région. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils font depuis plusieurs années. Ils ont vraiment une stratégie d'assise locale très poussée, avec une forte influence dans les zones rurales, parfois même des pratiques de gouvernance locale, avec une fiscalité islamique, de la justice également pour la résolution de différents territoriaux locaux. Et donc ça leur a permis justement cette expansion et de devenir aujourd'hui l'un des groupes les plus influents et même les plus meurtriers du continent. À ce jour, je pense qu'on peut même les comparer avec les Chebab, qui pendant longtemps étaient vraiment le groupe le plus meurtrier du continent. Et maintenant, le JNIM s'est vraiment imposé comme un acteur central du djihadisme. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette émission. Wassim Nass, vous êtes l'un des meilleurs spécialistes du djihadisme mondial. Aujourd'hui, l'Afrique devient l'une des zones de conquête les plus importantes du djihadisme. Peut-être d'ailleurs un mot par rapport à ce qui se passe du côté de la Syrie, dans ces autres lieux où le djihadisme a plutôt tendance à perdre de l'importance, alors que là, les djihadistes au Sahel sont en train donc de déstabiliser le Mali, ça c'est évident, mais aussi les pays voisins, le Burkina Faso, le Niger. Donc effectivement, vous faites bien de rappeler la Syrie, parce que ce qu'il y a eu en Syrie, ça veut dire la défaite d'Assad et l'arrivée au pouvoir d'un ancien djihadiste, et on en a beaucoup parlé ici ensemble, a donné, disons, un horizon aux populations qui avaient des griefs bien réels et pas d'horizon politique, pas d'horizon économique. Donc de fait, par ricochet, le djihadisme international tel qu'on peut l'imaginer est devenu moins attractif pour ce bassin de population qui aurait pu être intéressé ou attiré par ce sujet. Donc paradoxalement parlant, la Syrie est devenue plus stable avec l'arrivée de Shara, et aujourd'hui on peut imaginer une résurgence de l'État islamique en Orient pour rester en Orient, plutôt en Irak. Pourquoi ? Parce que les populations sunnites, donc le bassin potentiel, je dis bien potentiel, de ces groupes en Irak est bien réel, et ces gens n'ont pas d'horizon ni politique ni économique dans le pays. En ce qui concerne le Mali, le Burkina Faso, donc évidemment ces groupes, ils se basent, donc le djihadisme ou la violence politique en général, c'est des griefs bien réels qui croisent le chemin d'une idéologie et qui mènent à une violence politique, qu'elle soit djihadiste ou pas. Mais c'est ça le chemin qui est entrepris, en tout cas, dans ce registre-là. Donc si au Mali, on voit que le JNIM est en train de modérer ses positions, est en train de faire appel à des alliances hétéroclites, ça veut dire avec d'autres groupes, comme le FLA, même avec des opposants politiques. Par exemple, j'ai eu il y a quelques jours aussi dévoilé le fait que Oumar Mariko, 3 fois candidat à la présidence au Mali, ancien député marxiste, qui est toujours marxiste, a pu rentrer clandestinement au Mali pour négocier la libération de militaires et de fonctionnaires maliens entre les mains du JNIM. Il en a vu 17, il en a libéré 4.
Et là, aujourd'hui, lui aussi, il appelle à une négociation ou une consultation plus large qui inclut le JNIM. Donc lui, et pas que lui, l'imam Dicko, qui a été poussé à l'exil à Alger, la figure de proue de la nouvelle opposition malienne, même si elle a du mal à démarrer, c'est Sissoko. Sissoko, il est chrétien. Donc encore une fois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Les agissements de Bamako, les décisions politiques et militaires et sécuritaires prises par Bamako ont fait que tous ces gens-là, aux intérêts divergents, se sont mis d'accord aujourd'hui pour dire que peut-être qu'il faut essayer de trouver une solution qui inclut le JNIM lui-même aussi, qui appelle à une résolution de conflit, à une gouvernance certes islamique, mais avec d'autres. Donc, ce qu'on a pu voir en Syrie, donc le chemin qui a été pris par le Front al-Nusra pour arriver à HTS, qui est plutôt un conglomérat d'opposants qui a fait que Assad est tombé, on peut arriver à quelque chose de similaire au Mali, même si le Mali est différent. La comparaison s'arrête là. Et même aujourd'hui, si on pose les choses de manière un peu disons, mathématique, ça a pris au Front al-Nusra, on l'a dit ici, 8 ans. Et là, au Mali, avec le JNIM, le processus est enclenché, mais on est au tout début de ce processus. Donc on verra bien comment ça pourrait évoluer et comment ça pourrait influer aux pays limitrophes, Burkina, Niger et d'autres pays, sachant que, on en parlera peut-être, l'acteur oublié de cette crise, c'est l'État islamique. L'État islamique est là, il est toujours très actif, et tous les acteurs de la région, qu'ils soient politiques, militaires ou djihadistes, régulent leur positionnement par rapport à l'État islamique. Bon, l'un des symboles forts de la déstabilisation du Mali, Djenabou Cissé, c'est la mort de Sadio Camara, autrement dit le ministre de la Défense malien, avec un attentat suicide et donc non seulement un symbole, mais aussi une série de conséquences sur la déstabilisation du pays. Oui, Sadio Camara, c'est un symbole à plusieurs titres de l'avoir éliminé, puisque d'une, c'est vraiment l'une des clés de voûte du régime, le numéro 2 en réalité du régime, et en plus c'était l'architecte du partenariat avec la Russie. Donc en éliminant Sadio Camara, le JNIM et le FLA envoient un symbole très fort de capacité à toucher en plein cœur du pouvoir et de toucher même, encore une fois, la clé de voûte de ce régime. Maintenant, comme Wassim l'a souligné, c'est vrai que la Russie a tout de même été capable de jouer ce rôle de garde prétorienne auprès du régime, mais les coûts réputationnels pour le partenaire russe, pas tant même pour la junte, puisque la junte en réalité ne peut guère s'appuyer sur d'autres acteurs que la Russie. Donc la junte, je pense, continuera de s'accrocher à ce partenaire, mais les coûts réputationnels pour les autres, en fait, pays africains, pour les autres potentiels partenaires qui auraient pu être séduits, sont quand même réels, d'autant que plusieurs États étaient déjà un peu réticents de franchir le pas, de s'associer avec Wagner, puis Africa Corps aujourd'hui. Je prends notamment l'exemple du Tchad, qui, bien qu'il ait un partenariat de défense avec la Russie, a pour l'instant été assez réticent à aller plus loin. Djenabou Cissé Camara était l'une des clés de voûte du régime. Oui, tout à fait, oui. Une clé de voûte qui fait que, au-delà de sa perte, au-delà de sa disparition, c'est en fait l'ensemble des relations avec Moscou qui va devoir être remise en cause, avec de surcroît une position de plus en plus délicate pour les Russes. Oui, alors encore une fois, ce partenariat est hautement stratégique pour les deux côtés. D'une, pour la junte, puisque c'était vraiment au cœur de leur narratif politico-sécuritaire, au moment justement de la fin de la coopération avec la France. Ils ont vraiment mis en avant la volonté de diversifier les partenaires et notamment de s'associer avec la Russie, avec ce discours selon lequel la Russie était davantage capable de répondre à leurs besoins. Et côté russe, ils ont vraiment fait de l'AES un plan central de leur stratégie d'influence en Afrique. On a souvent dit que la RCA était le laboratoire de l'expansion de Wagner en Afrique, à juste titre, mais aujourd'hui, l'Alliance des États du Sahel est également devenue
un pivot central de cette stratégie. Donc, je pense que la Russie a aussi conscience qu'un camouflet au sein de l'AES serait dommageable. Ceci étant dit, en effet, il y avait déjà des dissensions en interne de la junte et également des forces armées maliennes s'agissant de l'efficacité de ce partenariat avec la Russie. On peut se rappeler de l'attaque de Tinzaouaten en 2024 qui a fait quand même 84 morts côté mercenaires et 47 morts côté soldats maliens. Et aussi, il y a beaucoup de frustration liée aux différences salariales entre soldats maliens et mercenaires russes, liées au coût de Wagner qui était le coût évoqué était de 10 millions de dollars par mois pour un budget annuel de l'Agence nationale de sécurité d'État qui est, lui, de 20 millions de dollars. Donc, il y a des dissensions tout de même au sein de ces forces armées et je pense que l'évolution de cette junte sera déterminante. Wassim Nasr. Donc, oui, effectivement, mais il faut rappeler aussi que deux choses. Que l'investissement russe, que ce soit avec Wagner ou maintenant avec Africa Corp, il est vraiment à bas coût, pour des résultats stratégiques énormes. Donc, un des résultats stratégiques les plus importants, c'est d'avoir eu la capacité de mettre la France dehors en 2022. Donc ça, c'est pas négligeable. Et la capacité à supporter l'attrition, donc la mort d'hommes pour les Russes, est beaucoup plus importante que pour d'autres partenaires éventuels de ces pays. Par exemple, on a parlé de Tinzaouaten, c'était un vrai camouflet pour Wagner, et c'est par ailleurs là que Wagner a changé de nom pour devenir Africa Corp. Et le premier fait d'armes de Wagner au Mali, c'était novembre 2023, la prise de Kidal. Donc, ce qui explique aussi pourquoi les Russes ont décidé d'accepter, disons, la main tendue ou le laisser-passer du FLA et du JNIM depuis le nord, donc depuis Kidal, Tessalit, Tessit, Aguelok, sans qu'on leur tire dessus. C'est justement pour éviter un camouflet comme celui de Tinzaouaten, sachant que, comme l'a dit Djenabou, les moyens qu'ils ont sont limités et ils ont décidé de les concentrer à quoi ? À défendre Bamako, l'aéroport de Bamako, donc faire des choix. Abandonner les villes dans le nord était un choix tactique pour les Russes. Wassim Nasr, journaliste à France 24, on vous doit État islamique, le fait accompli aux éditions Plomb. Djenabou Cissé, chercheuse associée à la Fondation pour la recherche stratégique. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. J'ai décidé de consacrer ces matins à ce qui est en train de se dérouler au Mali, parce qu'en une seule journée, le 25 avril dernier, des djihadistes du Djinim alliés aux rebelles Touaregs ont frappé simultanément le cœur du pouvoir malien, tuant le ministre de la Défense à son domicile, s'emparant de Kidal, encerclant Bamako, une offensive d'une ampleur inédite depuis 2012, avec des conséquences importantes, bien sûr sur la situation au Mali, mais aussi sur l'allié russe, mais aussi bien sûr sur la question occidentale avec l'offensive française dont on voit aujourd'hui à quel point elle pourrait n'avoir servi à rien. Et puis enfin, bien sûr, sur le fait que le Mali et plus généralement l'Afrique est devenue une véritable terre de conquête des djihadistes. Nous en parlons avec Wassim Nasr, qui est journaliste à France 24, chercheur au Soufan Center à New York. On lui doit État islamique, le fait accompli, et Djenabou Cissé, chercheuse associée à la Fondation pour la recherche stratégique. On vient d'entendre Jean-Luc Mélenchon évoquer sa candidature à la présidentielle et dire que les temps étaient des temps extrêmement difficiles et précaires, notamment sur le plan géopolitique. Djenabou Cissé, vous qui êtes une spécialiste des questions de sécurité au Sahel, sur l'Afrique, quelle est la situation dans ce vaste continent avec cette percée djihadiste au Mali, mais aussi au Burkina Faso, au Niger, avec la présence de Boko Haram, avec la présence de l'État islamique. Que peut-on dire ? Oui, on a en effet un arc de crise qui se constitue dans la bande sahélo-saharienne, qui se traduit d'une part par l'expansion du djihadisme, dont on a déjà parlé, avec notamment le JNIM, mais également l'État islamique au Sahel. Mais à cela s'ajoutent d'autres crises, une vaste crise de gouvernance, qui est notamment l'une des principales causes profondes en réalité de l'émergence du djihadisme. On a une vraie crise du contrat
contrat social entre un certain nombre d'États de la région et les populations, et qui se traduit également par une marginalisation de communautés ethniques et qui constitue justement les principaux viviers de recrutement pour ces groupes armés, qu'ils soient djihadistes ou rebelles. À cela s'ajoutent également de nombreux facteurs de crise humanitaire à travers la crise alimentaire qui est favorisée d'une part par le changement démographique, le changement climatique et par ricochet les tensions agro-pastorales qui peuvent exister au Sahel. Dans un contexte en plus de réduction des budgets d'aide et en particulier USAID. L'économie de Jenabou Cissé est une économie qui est aujourd'hui peu favorable. Tout à fait. Et puis dans cette région, ce sont des États où l'agriculture reste souvent le principal secteur économique, le principal secteur d'activité. Or, entre la crise agro-pastorale, le changement climatique et la réduction des budgets d'aide alimentaire, à commencer par USAID, qui était notamment le premier budget d'aide sur ce secteur-là pour un certain nombre de pays, on a un terreau très favorable à l'aggravation de la crise humanitaire dans la région. Wassim Nasr, qu'est-ce qui peut se passer maintenant au Mali? Quels sont les différents scénarios possibles? Écoutez, il y a plusieurs scénarios possibles. Celui qui se dessine, c'est que les oppositions maliennes ont quand même accepté de s'allier avec des rebelles et les rebelles ont accepté de s'allier avec des djihadistes. Ça, c'est une première. Et un scénario, disons, de la prise de Bamako, tel qu'on a beaucoup entendu parler, c'est pas comme ça que ça va se matérialiser. Si si la junte va tomber à Bamako, ça ne sera pas autrement qu'à travers une alliance, encore une fois hétéroclite, où les djihadistes et les rebelles arrivent à convaincre les opposants maliens, en grande partie en exil ou emprisonnés, etc., à faire alliance avec eux pour qu'il y ait une gouvernance, disons, certes islamique, mais qui est d'une certaine manière, qui éviterait d'une certaine manière une prise de la capitale de force. Parce que là, ce scénario n'est pas à l'ordre du jour. Les djihadistes peuvent évidemment asphyxier Bamako, ils coupent par ailleurs les routes de manière assez périodique, et quand ils arrivent à un accord avec la junte, avec les militaires, ils lèvent le blocus pour raison ou pour autre. Ils sont très bien arrivés à un accord avec la junte pour libérer un otage émirati contre 50 millions de dollars il y a quelques mois. Donc ces gens-là se parlent. Maintenant, ce qui pourrait se dessiner, c'est que ces discussions deviennent politiques. C'est-à-dire qu'on passe à la phase suivante et qui obligerait tout et chacun à voir ses ambitions à la baisse. Ça veut dire les rebelles qui avaient l'ambition d'une indépendance de l'Azawad, donc une partie du Mali, verraient cette ambition à la baisse pour une autonomie. Les djihadistes qui veulent l'application de la charia accepteront une application de la charia, mais qui ne serait pas comme celle qu'on a vue, qui a été citée par Jenabou en 2012. Je ne dirais pas plus légère, tout est dans l'application, comme dans la loi. Tout est dans l'application des peines. Vous disiez collectivement tout à l'heure que l'application stricte avait été jugée contre-productive. Exactement, et elle est inapplicable. Et ce qui est appliqué aujourd'hui, et même du temps de la présence de l'armée française, c'est plutôt une application de la charia de manière assez coutumière. Je vous donne un exemple très concret. Par exemple, vu que la brousse est contrôlée par le JNIM, ils ont arrêté ce qu'on appelle des coupeurs de route, donc des brigands, des bandits. Au lieu de les exécuter ou de couper la tête et les pieds, comme l'État islamique fait à Ménaka, alors on parle, ils les ont interdits de Tombouctou pendant 6 mois. Vous voyez ? Donc c'est ça aussi qui est à prendre en considération. Et si une certaine pacification est atteinte, comme en Syrie, par exemple, ou comme même en Afghanistan, même si le régime taliban est rejeté, mais il y a une certaine pacification. Et on a vu que les nouvelles autorités syriennes sont acceptées. C'est pas parfait, mais à cause de cette pacification, retour dans le concert des nations, etc., etc. Si cet exemple est suivi d'une certaine manière au Sahel, où tout le monde voit ses ambitions à la baisse pour quelque chose de plus viable, on pourrait imaginer quelque chose comme ça. Pourquoi ? Et pourquoi c'est important ? Parce que ça serait en opposition à l'acteur le plus violent, qui a le plus de potentiel, qui est l'État islamique.
C'est l'État islamique, en janvier, il a attaqué l'aéroport de Niamey en faisant une certaine jonction et de transfert de compétences humaines entre sa filiale, vous parliez de l'Afrique tout à l'heure en général, sa filiale autour du lac Tchad et sa filiale au Sahel. Et on a vu l'opération contre l'aéroport de Niamey où les Russes étaient présents. Il y a eu le coup de feu aussi, mais ils sont restés plusieurs heures à se battre au sein de l'aéroport international de Niamey, la base 101, qui était la base française. Donc là, on parle d'une capitale, vous voyez. Donc une pacification ou arriver à un accord avec ceux qui veulent bien discuter et qui serait quelque chose de positif en opposition à ceux qui ne veulent pas discuter et qui sont les plus aujourd'hui, qui ont le plus grand potentiel d'expansion en Afrique, même si le JNIM reste l'acteur le plus fort parce que, comme l'a très bien dit Djanabou, à cause ou grâce à son ancrage territorial et parce que aussi il est devenu de fait, ce que n'est pas encore le cas de l'État islamique, un acteur certes djihadiste, mais aussi transethnique. Djenabou Cissé, donc on vient de l'évoquer avec Wassim Nasr, la junte est aujourd'hui sous pression. On l'a évoqué rapidement, il faut y revenir. Cela remet en cause également la stratégie russe dans la région. Oui, tout à fait. La stratégie russe, et ça, Wassim l'a très bien rappelé, c'est une stratégie qui repose avant tout sur une minimisation des coûts. L'idée pour les Russes est justement de fournir des services de sécurité en échange d'un accès à des ressources locales ou à une influence politique, à travers notamment les votes à l'ONU ou autres. Mais le retour sur investissement pour eux est énorme. Et en réalité, quand on regarde réellement ce qu'investissent les Russes dans la région et même plus largement à l'échelle du continent, en termes d'échanges économiques, c'est pas grand-chose. L'ensemble des échanges entre la Russie et le continent africain, c'est environ 20 milliards d'euros. Là où l'ensemble des échanges entre la Chine et le continent africain, c'est 295 millions d'euros. Milliards d'euros, pardon. Donc, on est quand même sur des volumes d'investissements qui sont très marginaux. Il y a pas d'aide au développement. Donc, c'est principalement des livraisons d'équipements militaires et quelques déploiements de supplétifs. Ça coûte pas grand-chose pour les Russes. Et donc, c'est quelque chose qu'ils peuvent pérenniser. Et c'est pour ça que, à mon sens, quelle que soit l'issue de la guerre en Ukraine, c'est une stratégie qu'ils peuvent maintenir sur la durée et leur permettre, en particulier en termes de guerre informationnelle, leur permettre des avantages très significatifs. Maintenant, tout dépendra en effet de l'évolution de leur image, puisque jusqu'à présent, ils ont beaucoup capitalisé sur le fait d'être un peu un nouvel acteur, même si en réalité, ils avaient déjà des partenariats avec les pays de l'Afrique qui dataient déjà de la guerre froide. Mais voilà, ils ont capitalisé sur cette image d'acteurs sans passé colonial, de nouvel acteur influent sur le continent. Mais à mon sens, plus ils seront actifs et du coup, plus il y aura des dommages, notamment en termes de pertes civiles ou autres, plus leur image s'effritera. Donc, il y a quand même de vrais enjeux pour eux en termes de coûts réputationnels qui peuvent mettre à mal la pérennité de ce partenariat. Wassim Nasr, l'autre aspect donc à l'échelle régionale, c'est la présence de l'État islamique qui est aujourd'hui non seulement présent en Afrique, mais est-ce que l'on pourrait dire que c'est aujourd'hui sa principale terre de conquête ? C'est sa principale terre d'activité, vous avez raison. Et par ailleurs, rappelons quand même que l'Afrique était sa première terre d'expansion. C'est-à-dire même au cœur des combats au Levant, en Irak, Syrie, avec la coalition, donc on est en 2014, l'État islamique était déjà investi en Libye depuis 2013, et feu Abou Bakr el-Baghdadi, donc le chef à l'époque de l'État islamique, avait envoyé un de ses bras droits en Libye, à Derna, pour implanter le groupe là-bas. Donc les ambitions de l'État islamique en Afrique sont même antérieures à sa perte territoriale, à la perte de son califat en Orient. Il a mis beaucoup de moyens
pour attirer des allégeances de groupes préexistants, ce qui fait aujourd'hui qu'il est présent en RDC, en Mozambique, qu'il est présent en Somalie, qu'il est présent au Sahel sur les 3 pays, donc Burkina, Niger et Mali, et surtout la filiale la plus territorialisée et où il administre vraiment un territoire, sa filiale au Nigeria. Quels sont les arguments de ce groupe État islamique? Pourquoi fait-il des émules? Il fait des émules parce qu'il se greffe sur des territoires où les guerres sont déjà très anciennes et où il donne, en gros, pour vulgariser un petit peu, un savoir-faire clé en main à des groupes préexistants. Donc, par exemple, C'est-à-dire quoi? Il crée des franchises? Exactement, c'est des franchises, donc c'est des groupes préexistants. Le meilleur exemple, c'est l'AFD en ADC. Donc c'était un groupe, un petit groupe qui agissait, certes avec des penchants islamistes, mais qui n'était pas tout djihadiste, etc. Donc ils ont voué allégeance à l'État islamique, et maintenant l'État islamique leur donne un savoir-faire qu'ils n'avaient pas avant, et eux appliquent, disons, le playbook ou les préceptes de l'État islamique à la lettre. Et par ailleurs, on voit par exemple que les attaques contre la communauté chrétienne en Afrique, que ce soit en RDC ou en Mozambique, c'est l'application littérale des préceptes de l'État islamique. Et évidemment aussi, il y a toujours les griefs ethniques des zones où ils sont présents. Par exemple, juste pour, sans trop vous noyer aussi dans les détails, au Niger, le bassin de recrutement, c'est les Peuls Tolobé. Donc, c'est des Peuls qui couraient derrière le bétail et auxquels l'État islamique a donné une certaine capacité. Et qu'il les a, disons, qu'il leur a donné, comme me disait le président Bazoum, qui est toujours, par ailleurs, pris en otage par la junte au Niger, il m'a dit le statut social des Peuls Tolobé de la région de Tillabéri et des anciens brigands a changé avec leur appartenance à l'État islamique, et c'est dur de faire marche arrière. Donc, et je terminerai là-dessus. Et le fait qu'ils arrivent à recruter chez les Peuls Tolobé en majorité au Niger, ça leur a pas encore permis de recruter chez les Peuls des autres communautés au Burkina et au Mali, par exemple. Pourquoi? Pour la simple raison, et je terminerai là-dessus, que les autres sont plutôt recrutés par le JNIM. Donc aujourd'hui, de fait, ce qui empêche la descente de l'État islamique vers les pays du Golfe de Guinée, c'est le JNIM. Donc ça met la communauté internationale et les pays de la sous-région face à un dilemme. Vu que c'est le JNIM qui fait face à l'État islamique, faut-il discuter avec le JNIM? Et quand on discute avec le JNIM, ça le transforme ou ça le renforce en tant qu'acteur politique beaucoup plus important. Donc aujourd'hui, c'est à cela que la communauté internationale est en train de faire face. On n'est pas en 2012 et les acteurs ont changé, leurs demandes ont changé, leurs capacités ont changé, et c'est à cela qu'il faudra s'adapter. Djenabou Cissé, alors on comprend bien qu'il y a donc une sorte de progression par franchise de l'État islamique, mais le coût à payer est très élevé, notamment pour les populations. Comment cela se fait-il que celles-ci adhèrent ou n'adhèrent pas d'ailleurs à cette progression? Alors oui, c'est un sujet où on a souvent une lecture assez binaire des réactions populaires. On a tendance à penser en effet que soit elles adhèrent, soit elles n'adhèrent pas. En réalité, sur le terrain, la situation est un peu plus complexe. On est plus soit en effet face à un rejet, donc par exemple dans le sud du pays, à Bamako, donc au Mali, les communautés sont moins acquises aux causes djihadistes, mais tout simplement parce que le cœur du pouvoir y est localisé et donc les facteurs d'expansion du djihadisme y sont moins concentrés, même si en effet on observe quand même au sud du pays un début d'expansion du JNIM. Et dans les zones rurales où le JNIM a une énorme assise locale, la situation est quand même plus contrastée. On fait davantage face à des formes de complicité passive, puisqu'on est dans des zones où il y a un vide étatique, où parfois la seule présence, ou plutôt la seule forme d'autorité est incarnée par les groupes armés. Et donc dans ce cadre, les populations
compose avec un nouvel acteur qui propose des formes de gouvernance locale et donc qui les amène à tolérer ou accepter cette présence, puisque parfois le choix, c'est soit accepter, soit justement risquer la mort. Donc je pense que on ne peut pas non plus aller jusqu'à dire qu'il y a un soutien populaire massif des populations dans ces zones-là. Souvent, c'est plutôt des formes de coercition qui permettent justement au groupe de se maintenir, et surtout l'absence de l'État, en fait, qui laisse les populations face à un choix un peu impossible, où elles sont obligées de tolérer ces groupes-là. J'ajouterais juste quelque chose par rapport à ça, c'est tout à fait vrai, mais il y a deux facteurs aussi qu'on oublie. Par exemple, il faut juste regarder le dernier rapport de Human Rights Watch sur les morts de civils au Burkina Faso en 2023 et aujourd'hui, et on constate que sur les 1800 morts, 1200 ont été commis par les armées et les milices supplétives. Donc quand les gens sont tués, chassés de leur village, ils se réfugient dans la brousse avec les enfants. Et dans la brousse, qui les accueille ? C'est le JNIM. Et donc, c'est les futurs combattants. Moi-même, des gens du JNIM m'ont dit, on accueille les enfants et demain, ils seront en première ligne, en parlant du Burkina Faso. Deuxième facteur dont j'aimerais parler, c'est que le JNIM et l'État islamique sont en guerre dans cette région depuis 2019. Il y a eu des rivières de sang entre les deux groupes. Et ces combats rangés se déroulent dans des zones qui sont peuplées. Et donc, les populations de ces zones de combat entre les deux groupes sont sommées de choisir entre l'un ou l'autre, parce que l'État, comme Djenabou l'a dit, n'est pas là. Je vous donne juste un exemple très concret. Tel Ataï, au Mali. Donc, la ville est attaquée par l'État islamique. Il prend la ville, il tue les gens. Il y a des gens qui s'échappent, parce que ceux qui les tuent, ils les accusent d'être avec le JNIM. D'accord ? Bon. Le JNIM reprend la localité, c'était il y a quelques années. Ceux qui sont restés, des civils, sont accusés d'être loyaux à l'État islamique. Donc, ils les tuent. Et donc, d'autres qui s'échappent. Et les deux groupes qui se sont échappés sur quelques mois sont rattrapés par l'armée avant d'arriver à Gao et assassinés parce que supposé soutien aux djihadistes. Donc voilà dans quelle situation se trouvent les populations civiles. Donc avant de dire qu'il y a adhésion au groupe, il y a des choix qui sont contraints, des choix de sécurité. Mais, ceci dit, petit bémol, quand une adhésion se fait à un bas âge, et elle dure 10 ans, ça en fait des combattants aguerris à la fin. Parce que la dogmatisation se fait à la longue. Et la dogmatisation est devenue beaucoup plus prononcée pour la simple raison que ces groupes se battent. Donc il est beaucoup plus simple de justifier une attaque contre l'armée française ou contre les Russes, beaucoup plus compliqué de justifier une attaque contre les armées locales, mais beaucoup plus difficile de justifier une attaque entre djihadistes, dogmatiquement parlant. Donc la dogmatisation des uns et des autres devient beaucoup plus prononcée au niveau des combattants. Et on voit également à cet égard, Djenabou Cissé, que la France a en grande partie perdu non seulement son influence dans la région, mais aussi son pari. À mon sens, il y avait tout de même une diversification et un renouvellement qui était nécessaire. L'opération Serval avait été un succès puisqu'elle a effectivement permis de stopper l'avancée des djihadistes. L'opération Barkhane était beaucoup plus compliquée puisqu'il s'agissait de stabiliser une région peut-être 8 fois plus grande que la France avec 5000 soldats. Et surtout, il y a eu une hyper-militarisation de la stratégie qui, en fait, n'était pas efficace pour la stabilisation de la région. Mais quelque part, je pense aussi que tout ce qui s'est passé ces dernières années était nécessaire. Et il fallait justement renouveler l'approche, renouveler les partenariats. À mon sens, il est très sain en réalité que les partenaires africains se tournent vers d'autres partenaires. Et il n'y a pas à y avoir de monopole d'un acteur ou un autre. Donc je pense que, encore une fois, la situation ne doit pas nécessairement être simplifiée et que, au contraire, c'était un passage obligé. Un mot de conclusion, Wassim Nasr. À ma conclusion, je dirais que le choix, en tout cas du tout militaire, contre le djihadisme a échoué dans le monde. On le voit par ailleurs, il y a plusieurs exemples qu'on a donnés tout à l'heure. Et le choix d'un retour aux manières de contre-insurrection, donc qui inclut la puissance militaire, mais aussi la négociation,
doivent être considérés de manière nouvelle. Par ailleurs, je viens de signer un papier pour CTC West Point, donc c'est l'école de guerre américaine, où j'argumente sur le fait que la négociation doit faire partie des moyens de pacification sans pour autant abandonner l'outil militaire. Si on sort des mouvements djihadistes, on va vers d'autres mouvements historiquement parlant. Si on parle de l'IRA, si on parle de l'ETA, si on parle de l'OLP en son temps, à un certain moment, il a fallu négocier. Et ce sont quand même des gens qui posaient des bombes et qui hijacké des avions. Donc, avec le djihadisme, aujourd'hui, on sait que le tout militaire ne marche pas. Et il faut trouver d'autres solutions. Et s'il y a des acteurs aptes ou capables de discuter, il faut discuter avec. Mais aussi, il faut voir nos priorités. Quelles sont nos priorités? Est-ce que la priorité pour la France ou pour les pays occidentaux, c'est d'avoir, disons, des bars à whisky à Tombouctou ou d'avoir des sociétés apaisées? Certes, gouvernance islamique peut-être, mais laquelle, comme on disait tout à l'heure? Wassim Nasr, journaliste à France 24, chercheur au Soufan Center à New York. On vous doit État islamique, le fait accompli. Djenabou Cissé, chercheuse associée à la Fondation pour la recherche stratégique. Dans quelques instants, mes camarades Lucille Como, François Saltiel et